is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont avec nous. Salut tout le monde. Bonjour à vous, mes camarades Virgile et Gaëtan. Comment allez-vous? Salut Cyril, salut Virgile. Moi, ça va très très bien. Prêt pour cette dernière de la saison? Carrément. Salut tout le monde. Vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Vas-y Virgile. Avec plaisir. Alors, moi, c'est Virgile Euro, donc je suis essentiellement rédacteur pour Alira, donc je m'occupe de la newsletter et tous les contenus par écrit. Et moi, c'est Gaëtan. Je suis formateur référent du coup de deux formations qu'on a chez Alira, la formation finance décentralisée et la formation consulting blockchain. Et donc moi je suis Cyril, formateur des développeurs, et aujourd'hui on vous accueille en effet pour les dernières chroniques. Je vois que ça a été retenu. Et pour ces dernières chroniques, on a décidé d'arrêter de se faire des monologues, d'arrêter de parler juste entre nous et de vous laisser uniquement écouter. Et on s'est dit, pourquoi pas en fait laisser la place au chat aujourd'hui, sachant qu'il y a plein de sujets d'actualité. Donc du coup, si le chat a envie qu'on parle des sujets d'actualité, eh bien on en parlera, avec grand plaisir. Et déjà, premier sujet d'actualité proposé par Silver Defian. Il fait chaud en ce moment, pas trop cuit. Personnellement, à Toulouse, il fait 38. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, là. C'est compliqué de travailler, effectivement. Ouais. et les annonces américaines donnent encore plus chaud. Juste après Tikalis, on nous dit on vote Trump. Je pense qu'on peut commencer par ça. Effectivement, ça a été la grosse annonce de cette semaine. Hein. Le discours, pas que de Trump d'ailleurs. Il y a eu Trump qui a fait son discours, évidemment, mais Kennedy, qui est le troisième candidat à l'élection américaine, entre guillemets, hein, qui n'est pas affilié ni au Parti républicain ni au Parti démocrate, mais qui a fait un discours encore plus intéressant, je trouve. Alors, je crois que la conférence, c'était la Bitcoin Nashville conférence, je suis pas sûr du titre exact, mais c'était à peu près ça. Ouais, Bitcoin conférence, on l'appelait. Voilà, la Bitcoin conférence à Nashville aux États-Unis. Donc, on peut peut-être parler de ce discours. C'était hyper intéressant. J'ai fait un petit résumé des annonces qu'il a faites, mais je sais pas si je commence par ça ou si on en discute d'abord, comme vous voulez. Bah ouais, pourquoi pas. Déjà, premièrement, hein, on rappelle qu'on n'est pas là pour parler spécialement politique, mais par contre, on est là pour étudier et comprendre ce qui se passe ailleurs. Donc non, Tikalis, on va pas dire de voter Trump, et même justement, on va essayer d'exprimer un petit peu ce qu'ont dit les autres candidats, parce que si Trump a parlé, d'autres candidats ont parlé, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui changera éventuellement dans le futur. Donc vas-y Gaëtan, si t'as noté des Ouais, choses. tout à fait. Allez, je fais un petit récapitulatif très rapide pour pas être trop long de ce que Trump a dit. En gros, il y a 5 ou 6 points importants qu'on peut noter. Déjà, il a demandé à ce que les US deviennent, il a déclaré qu'il voudrait que les US deviennent la capitale crypto du monde, donc vraiment un pays majeur dans cet écosystème-là. Il veut créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les USA. Donc, il veut pas acheter davantage de Bitcoin pour le moment, contrairement à son concurrent Kennedy qui justement a annoncé vouloir acheter des bitcoins pour en faire une réserve stratégique. Il veut simplement ne pas vendre les bitcoins que les USA possèdent actuellement.
Donc c'est des bitcoins qui viennent de la saisie, enfin de saisie judiciaire, notamment de Silk Road pour ceux qui connaissent. Ça représente, j'ai oublié le nombre de bitcoins, mais c'est assez conséquent. Je sais plus, Beaucoup. c'est 60 000 bitcoins, je crois, quelque chose comme ça, Je ou un me peu rappelle plus. J'ai plus le nombre exact. Donc il veut les garder comme réserve stratégique, un peu comme un stock d'or entre guillemets. Il a annoncé vouloir virer Gary Gensler on day one. Donc ça a été l'annonce, si vous n'avez pas vu la vidéo, qui a fait le plus réagir l'audience qui était présente sur place. Il annonce comme ça devant tout le monde que voilà, day one, I will fire Gary Gensler. T'as tout le public qui explose de joie, il s'y attend pas du tout. Et du coup, il dit, mais je m'attendais pas à ce que ça ait autant de succès. Donc il marque une pause et il répète exactement la même phrase pour retrouver le cheer-up du public. C'était assez marrant de voir la vidéo. Il pensait pas que ça avait Sachant autant que d'impact. tu peux rappeler un petit peu pourquoi Gary Gensler est désaimé et désapprouvé? Tout à fait. Et rappelez qui il est, parce que moi, je ne l'ai pas précisé. Donc, Gary Gensler, c'est actuellement le président de la SEC. J'ai déjà oublié ce que ça veut dire la SEC, par contre. Mais, Securities and Exchange Commission. Voilà, merci. Et il est, alors qu'il y a 5 ou 6 ans, il était très pro-crypto. Il a même donné des cours de blockchain au MIT. Il a eu une politique vraiment anti-crypto ces dernières années. Il a retardé au maximum, comme il le pouvait, les ETF. La SEC en tant que telle a porté plainte contre plein d'organismes assez sérieux et assez, entre guillemets, legit, comme Coinbase, comme Kraken et comme plein d'autres, sur le fait que c'était des security brokers, donc ils échangeaient des securities et pas des commodities en parlant des crypto-monnaies. Il y a énormément d'affaires en fait qui montrent que la SEC a une vraie vision anti-crypto. Et donc la SEC et Gary Gensler de manière générale n'est pas aimé par cet écosystème. Et surtout, c'est souvent une vision. Les argumentaires utilisés par la SEC n'ont pas toujours de fondement. On voit que c'est plus idéologique que juridique comme attaque de la part de la SEC. Donc c'est pour ça que Gary Gensler n'est pas particulièrement apprécié. Voilà, en résumé. Je fais très Et vite. donc forcément, aller dans une conférence et dire on va le virer, bon, c'est essayer de s'attacher les foules. Oui, forcément, on est d'accord. Je dis pas qu'il fera tout ce qu'il dit, j'annonce juste ce qu'il dit. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a annoncé ensuite voir les stablecoins comme étant très très positifs pour le dollar. Donc sa phrase c'est qu'il view stablecoins as pro-dollar. Donc vraiment pour lui c'est une bonne chose entre guillemets d'avoir des stablecoins dollars. Donc il veut pas les réguler pour les détruire, mais au contraire les réguler pour les faire prospérer. Il veut arrêter l'opération Chokepoint 2.0. Alors ça c'est un peu plus barbare, mais c'est un nom qu'a donné un chercheur Nick White, si je dis pas de bêtises, pour décrire une opération qui était un peu présente en sous-marin aux États-Unis et qui voulait couper l'accès des entreprises blockchain au monde bancaire. Entre guillemets, c'est pour qu'une entreprise blockchain se finance, il faut des fois lever de l'argent, avoir un compte bancaire traditionnel, pour faire des crédits, etc. Et il y avait une opération un peu sous-marine qui s'appelait Chokepoint 2.0 qui visait à asphyxier l'accès au monde de la finance traditionnelle aux entreprises blockchain, donc pas à la blockchain en tant que telle, hein, mais bien aux entreprises qui créent des dApps, des projets blockchain. Donc il a annoncé vouloir terminer cela. Et puis enfin, il est très très favorable au mining de Bitcoin aux USA, donc il veut développer encore plus le mining de Bitcoin aux USA avec des politiques favorables. Voilà, ça c'est les annonces principales de son discours. Sachant que, juste quand même pour rappel, les politiques ont le droit de changer d'avis, hein, et les gens de manière générale ont le droit de changer d'avis. Comme tout le monde en fait, ça reste des humains qui évoluent avec leur formation et leurs connaissances. Ils seraient bienvenus, hein, Trump s'il voulait, chez Alira pour apprendre. Et on peut voir des tweets qui datent de 2019 disant qu'il n'était pas fan du Bitcoin, que c'était pas du vrai argent, machin. Donc il faut aussi comprendre que le contexte est dans un contexte d'évolution de manière générale de la pensée aux États-Unis autour des crypto-monnaies. Ils y voient un intérêt économique et donc du coup ils ont tendance à tous pousser un peu sur cet élément-là. Il y a quand même ce truc-là. C'est le pragmatisme américain, hein. Dès qu'il voit qu'il y a un intérêt économique à quelque chose, il s'y intéresse davantage. Effectivement, je pense que les stablecoins dollars, notamment, sont devenus très importants pour la dette américaine. En fait, Tether a annoncé hier ses chiffres. Tether, si c'était un pays, ce serait le 18e possesseur de dette américaine, de T-bonds, donc les fameuses obligations américaines. Ils ont plus d'obligations américaines que l'Australie, que l'Allemagne, ou que des grands pays comme ça. Donc c'est assez impressionnant et ça a une valeur ajoutée pour les États-Unis parce qu'ils ont un tel problème de dette chez eux, ils émettent tellement de dettes chaque jour et chaque semaine qu'ils ont besoin d'avoir de nouveaux acheteurs ou des acheteurs qui en achètent de davantage. Et donc les stablecoins dollars sont vraiment intéressants pour eux, pour continuer cette impression monétaire et cette dette. Donc ça fait partie, je pense, aussi des avantages économiques qu'ils peuvent en tirer. C'est pas le seul, mais j'en cite un comme ça. Non mais tout à fait. Il y a un intérêt et puis même pour le faire que le dollar ait de la valeur, en fait il faut que les gens utilisent le dollar et le rendre utilisable, notamment par les T-bonds, à travers le monde entier via de la crypto.
bah, c'est aussi donner de la valeur au dollar. Donc c'est intéressant pour eux de pouvoir faire en Mais sorte que le dollar reste fort dans la tête de tous les gens, notamment dans les gens qui font de la crypto. tout à fait. Et surtout qu'ils ont une vraie perte de vitesse sur d'autres marchés, hein. J'en ai parlé, je crois, hier. Sur le marché du pétrole, aujourd'hui, il y a pas mal d'échanges qui se font en dehors du dollar, hein, ce qui est assez nouveau dans le monde économique. Donc, c'est un moyen de récupérer de parts de marché ailleurs, puisque maintenant, on a plein de citoyens vénézuéliens, libanais, alors je vais pas tous les citer, mais qui économisent en USDT ou en USDC. Parce que leur monnaie est un effondrement perpétuel. On pourra peut-être sortir un graphique, mais cette année, en 2024, la dévaluation face au dollar de plein de petites monnaies à travers le monde est incroyable. Entre le pesos argentin, vénézuélien, je crois que c'est la lire égyptienne, mais je vais peut-être dire une bêtise. C'est assez impressionnant de voir la dévaluation de toutes ces monnaies-là. Et donc, il y a un vrai flight to safety, une vraie valeur refuge qui est le dollar dans la tête de beaucoup de milliards d'habitants dans ce monde. Donc, les stablecoins sont une vraie arme. Enfin, c'est positif pour eux, mais c'est aussi une vraie arme américaine pour continuer à avoir la suprématie du dollar. Et d'ailleurs, il Ah le ben ouais, cite, il vient hein, d'expliquer. Ouais, tout à fait. les employés de Tether qui dit bah, many of the USDT users, donc beaucoup d'utilisateurs de l'USDT vivent dans des pays avec une grosse inflation. Et c'est aussi pour ça que bah, en fait, l'US dollar paraît comme une valeur refuge aujourd'hui, notamment via ces crypto-monnaies, parce que bah, au moins on peut l'utiliser en dehors des États-Unis. Donc il y a un vrai truc intéressant là-dedans qui est cité. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur Trump? Ensuite, on prendra les éléments du chat, parce qu'il y a eu pas mal de Ouais, je pense qu'on questions. pas grand-chose de plus à dire sur Trump. On pourrait parler des réactions du camp du coup démocrate de Kamala Harris et des réactions de Kennedy, mais on va peut-être d'abord prendre les réactions du chat et puis on pourra en parler après. Ouais, si tu veux. Alors, tac, tac, tac. Virgile, tiens, tu disais dans le chat, c'est une mauvaise nouvelle, Gary Gensler, ça peut recentraliser le développement de l'industrie aux États-Unis. Eh bien, Virgile, je suis assez d'accord, globalement. Voir un Ouais, pays. c'est en fait désolé, désolé, Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. pour détailler un peu plus ce que je viens de dire, c'est que c'est un tout en fait. Déjà d'une part, déjà toutes les promesses de Trump qu'il a dit à Bitcoin Conference, c'est-à-dire le développement des stablecoins et la mise en avant de Bitcoin, etc. Bah, finalement, bon, c'est clair que c'est attirant en tant que, enfin, en tant que personne intéressée à la crypto, c'est attirant. Le fait est que bah, forcément, la nature même des crypto-monnaies, c'est de rester décentralisé sur le plan géographique aussi. Et, euh, et en fait, bah, si tu veux, bah, Donald Trump, il a toujours eu, enfin, sa ligne politique, ça a toujours été America First, tu vois, l'Amérique avant le reste du monde, ça a toujours été comme ça. On pourrait se retrouver avec un risque de monopole des États-Unis sur l'industrie de la blockchain une fois de plus. Après, ça peut être un risque. Après, justement, je me demandais quel était votre avis sur cette question-là. Vas-y, Cyril. J'ai un double avis, c'est un vrai risque, mais c'est un risque aussi mesuré dans ma tête parce que si un pays comme les États-Unis commence à aller vers ça, en fait, beaucoup d'autres pays suivront. Et Exactement. donc, du coup, beaucoup d'autres pays vont vouloir concurrencer les États-Unis parce que économiquement, il y a un intérêt à concurrencer. Et du coup, on perd le côté centralisation dans les États-Unis et on peut l'avoir ailleurs aussi. Mais en fait, c'est des réactions par chaîne, en gros, un élément qui entraîne un autre, qui entraîne un autre. Je sais pas à quel point ça se réalisera, et ça, il y a que des gens qui ont des boules de cristal qui peuvent nous le prédire, quoi. En fait, l'avantage des États-Unis, c'est de légitimer la technologie et la crypto en général. Si les États-Unis partent là-dedans, ça légitimera l'asset en question. Le danger, c'est la centralisation plutôt du mining plus que de la possession. C'est-à-dire qui possède les bitcoins, encore c'est moins grave. C'est plutôt le mining qui est important à suivre. Mais sur l'aspect réserve de valeur, enfin réserve stratégique, le lendemain de l'annonce de Trump, il y a quand même deux pays qui ont annoncé vouloir faire la même chose, du coup, donc qui ont presque front-run ce que feraient les USA, parce que Trump n'est pas encore élu. Et même s'il est élu, on ne sait pas s'il appliquerait cette politique. Donc c'est Hong Kong le premier. Le deuxième, je crois que c'est Singapour, mais je ne veux pas dire de bêtises, qui ont le lendemain annoncé réfléchir justement à l'établissement de Bitcoin comme une réserve, parmi d'autres, hein, mais stratégique de leur banque centrale. Donc c'est intéressant de voir justement ce que les autres pays feront. Là où je te rejoins, Virgile, c'est que si ils sont les seuls ou qui prennent trop d'avance, ça peut effectivement poser des gros problèmes de centralisation sur le long terme.
À savoir que Trump a très peu de marge de manœuvre sur l'ensemble de ses annonces. C'est un pays qui est une démocratie, les USA. Et de plus, Trump avait jusqu'à maintenant une politique anti-crypto, anti-bitcoin. Pour se faire élire, il faut le maximum de voix. Du coup, s'il faut virer Gary Day One pour se faire élire, ça, il le fera. Bah ouais, de toute façon, on est au courant d'un certain populisme des annonces de Trump qui ont eu lieu tout au long de sa carrière. Et de fait, on peut se demander de manière très légitime dans quelle mesure ce qu'il propose, il le fera. Et il y a quand même une limite aussi à avoir là-dessus. On ne veut pas jeter l'opprobre en disant qu'il ne ferait rien s'il était élu là-dessus, mais pour autant, on peut quand même se poser légitimement des questions. Il y a le commentaire de Tikalis, je sais pas si tu vois, à midi 39, qui est intéressant aussi, on n'en a pas parlé. Si tu arrives à l'afficher. Ouais, Non, c'est pas celui-là, midi ah, 39, un excuse-moi. peu après. Mais bah, Ouais, voilà. Donc il y a une sénatrice, effectivement, Cynthia Lummis, qui a officiellement déposé le Bitcoin Act, qui va plus loin que l'annonce de Donald Trump et qui cherche à créer littéralement une réserve nationale de Bitcoin en achetant davantage de Bitcoin que ce que les États-Unis en possèdent actuellement. Je pense que c'est plus médiatique qu'autre chose, ça ne passera pas pour l'instant. Mais effectivement, il n'est pas le seul à pousser cela dans la sphère politique américaine. Il y a d'autres sénateurs assez connus. Alors, j'ai pas les noms en tête. Il y a Cynthia Lummis, puis il y en a deux, trois autres qui sont assez connus maintenant, qui poussent comme ça pour de la législation très pro-crypto, parce que là, on est quand même sur le. C'est vraiment excessif, pas excessif, mais c'est très poussé sur le spectre du pro-crypto. Donc, voilà, il n'est pas tout seul. C'est pas un illuminé qui s'est réveillé un matin et qui a dit on va acheter du Bitcoin. Quoi. Il n'est pas le seul. Et Kennedy, du coup, qui est le concurrent, un des concurrents de Trump, pareil, veut alors faire un achat. J'ai plus les détails exacts, mais il va acheter un certain nombre de bitcoins par an jusqu'à atteindre une réserve d'un certain montant. J'ai pas les détails, mais c'est aussi assez conséquent de mémoire. ouais, tout à fait. Et bah tiens, tant qu'on parle un petit peu des concurrents à Donald Trump, bah on est obligé de citer Kamala Harris, qui a priori est en bonne position pour représenter le Parti démocrate aux États-Unis. Kamala Harris, qui aujourd'hui va en effet aussi, excusez-moi, va en effet aussi quand même vers une position beaucoup plus pro-crypto. Et notamment, elle mise aujourd'hui sur une régulation qui est autour de ça. Donc en fait, c'est un vrai shift des États-Unis. On disait tout à l'heure le côté très pragmatique américain. Bah, là, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains, de manière générale, vont vers la crypto. Pas que Trump, mais Kennedy aussi, qui est le troisième, et Kamala Harris, qui est la deuxième. Et d'ailleurs, juste pour être tout à fait honnête, on est obligé quand même de citer un minimum l'état actuel de la société en Amérique, et pour pouvoir un petit peu imaginer ce que sera le futur, bah en fait la seule chose qu'on a c'est éventuellement des sondages. On peut aller chercher du côté des marchés prédictifs, c'est assez intéressant. Mais bon, les marchés prédictifs donnent Trump beaucoup trop en avance par rapport aux sondages. Et notamment, on voit que Kamala Harris est plutôt en avance sur les swing states. Dans les charts, en gros, elle rattrape Trump de manière très forte. Donc elle est toujours autour des 47-48 quand Trump est autour de 50. Et par contre, elle a une cote de popularité des gens qui sont positifs envers Kamala Harris qui est beaucoup plus grande que celle de Trump. Donc voilà, donc si on parle de Trump, il faut bien considérer que aujourd'hui, rien n'est fait. Trump est un des candidats et potentiellement Kamala Harris pourrait passer devant de manière assez large sous peu. C'est pas impossible. Mais c'est intéressant par contre de voir la réaction du camp démocrate justement à ces annonces pro-crypto du camp républicain. Et donc bien qu'ils sont actuellement au pouvoir, donc plutôt que de réagir, ils pourraient faire du concret. Kamala Harris a annoncé vouloir faire un reset de ses communications et de ses interactions avec les gros acteurs entre guillemets crypto des États-Unis. Donc ils ont annoncé vouloir rencontrer Coinbase, vouloir annoncer rencontrer Kraken pour repartir d'une feuille blanche entre guillemets sur une politique crypto. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, mais il y a eu cette communication d'une volonté de reset de la part de Kamala Harris et de son équipe. Je pense que c'est pas elle directement, mais c'est son équipe. Oui. Donc, ce serait bien que la crypto ne devienne pas justement partisane, que ce soit bipartisan et que, en fait, à gauche comme à droite, on y voit de l'intérêt. Dans tous les cas, après avec des modalités différentes évidemment, mais résoudre la crypto c'est droite et pas de droite et gauche américaine, donc c'est pas les mêmes qu'en France, mais la crypto c'est républicain et c'est pas démocrate, ce serait dommage, donc ce serait intéressant de voir les deux partis prendre le sujet en main et avec leurs modalités différentes de part et d'autre, en tout cas avoir une vision intéressante sur la blockchain et la crypto de manière générale. Ouais, carrément. Et c'est intéressant, bah, du coup, il y a un autre sujet, c'est comment gèrent les autres pays aujourd'hui la crypto. Et tu l'as rappelé, Gaëtan, deux pays asiatiques ont décidé d'aller vers justement
une orientation politique pro-crypto. En Europe, on n'en est pas si loin que ça, hein. Évidemment, on a du retard. Évidemment, on a, si ce n'est du retard, au moins une politique qui est un peu plus formalisatrice de contraintes aujourd'hui envers la crypto, float tax comprise par exemple. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion autour de ces sujets-là. Et on voit que beaucoup d'entreprises crypto se fondent quand même en Europe et viennent quand même dessus. Donc il y a un truc quand même à voir, c'est pas non plus tout noir en Europe, de mon point de vue. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Notamment par la réglementation MiCA qui, sur les stablecoins en tout cas, pour l'instant, permet vraiment à ces émetteurs-là d'aller beaucoup plus loin en Europe qu'ailleurs. Donc Mm. on a cette avance réglementaire on se plaint toujours de l'Europe comme étant trop réglementée, mais des fois il y a besoin de clarté réglementaire pour aller plus loin. Et pour le coup, sur les stablecoins, il n'y a quasiment que l'Europe qui l'offre aujourd'hui. Donc on a Circle qui a déclaré qu'aujourd'hui, ils n'ont pas meilleur espace juridique et réglementaire que l'Europe pour se développer, par exemple. Donc c'est pas anodin. On aime bien beaucoup taper sur l'Europe, des fois à raison, mais il faut aussi dire quand ils font les choses bien. Et là, en l'occurrence, ça permet une clarté. Et puis allez, il faut aussi citer quand même Pierre Persson avec son entreprise Usual 0, non Usual juste, qui a sorti son USDC 0 et qui a levé 120 millions de dollars en très peu de temps, quoi. Donc il y a un vrai truc autour de la réglementation en Europe qui donne envie aussi aux investisseurs. On peut peut-être décrire justement Usual et l'USD0 si vous voulez expliquer un peu ce qu'est ce projet. On attend un tout petit peu de voir le chat vite fait et ensuite go, moi je suis chaud. Moi en France j'économise en BTC, c'est tout à fait légitime. Je trouve qu'il y a de plus en plus de décentralisation dans les projets Web 2, du coup est-ce qu'il est nécessaire de passer en mode Web 3 pour ces projets? Tiens, c'est une question éventuellement qu'on traite un petit peu après. Je suis pas sûr que Trump et son entourage comprennent la décentralisation, c'est un vrai problème. Tac, 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 tac. Et je vais prendre le dernier truc. Larry Fink commence à aimer les cryptos. C'est plus une question de temps avant que les institutionnels soient dedans à fond. Ça fait longtemps que Larry Fink est dedans en vrai. Ça fait longtemps, mais pas. Et ça fait peu de temps qu'il annonce de manière publique comme il le fait. Publiquement, ça fait pas si longtemps que ça a moins d'1 an. Donc, effectivement. C'est vrai, l'escalade dans la démagogie, on en a un peu parlé. Ce sera un vrai gage. Game changer, j'imagine. Si un pays comme les USA déclare officiellement faire une réserve en BTC. Tac. Kennedy, c'est sincère. Trump, c'est par opportunisme. Ah, c'est intéressant. Ça fait réagir. Hein. Quoi, BTC de droite? Ça me rappelle un petit livret rose. Ok. J'ai pas le sentiment que c'est pro-crypto en Europe depuis Mika, rien n'a été fait pour faire plus pour le secteur. Au contraire, l'idée est plutôt de durcir Mika par plusieurs aspects, laisser plein de zones d'ombre sur Mika. C'est une vision, mais c'est pas forcément la vision aujourd'hui des professionnels du secteur qui voient en Mika évidemment une contrainte, mais une contrainte qui leur permet au moins d'agir et de faire des choses. Sur le sujet, moi, c'est pour ça que j'ai fait confiance au PDG de Circle, qui lui-même annonce que justement, il n'a pas mieux aujourd'hui que l'Europe pour se développer parce qu'il a une clarté réglementaire sur son stablecoin. Donc, effectivement, on n'a pas de clarté sur les NFT et sur les applications de DeFi, ça va être un peu compliqué. Pour l'instant, c'est hors spectre de Mika 1. Mais quand le PDG du deuxième plus gros stablecoin du monde dit ça publiquement, bon, c'est quand même que on l'a pas sorti d'un bruit de couloir, quoi. C'est que vraiment ça lui est utile cette réglementation. Et puis même si tu veux, l'Europe pour l'instant n'a pas encore tapé sur beaucoup de monde. Là où au contraire aux États-Unis, il y a eu Paxos avec l'arrêt du BUSD. En fait, le BUSD c'était le stablecoin principal de Binance qui était géré par Paxos. Et suite aux attaques en justice de la SEC, Paxos a perdu énormément de parts de marché à cause de ça. Donc voilà, c'est clair que la réglementation de Mika est pas toute rose non plus, mais si ça peut éviter des scandales tels que Paxos, c'est tant mieux. Et puis après sur les stablecoins, voilà, ça lui est utile à lui, c'est des banques, mais en fait à partir du moment où vous voulez du dollar qui est collatéralisé ou centralisé, vous pouvez pas échapper à la réglementation, ça reste du dollar, donc faut pas rêver qu'on pourra utiliser du USDC comme du Bitcoin ou de l'Ether dans le futur. C'est normal que tout ça soit pris. C'est à nous de défendre collectivement que l'Ether et que le Bitcoin deviennent une monnaie ou au moins une réserve de valeur si on veut pas dépendre dans 15 ans que de l'USDC sur la blockchain. Enfin, ce serait assez triste si dans 15 ans la blockchain ne sert qu'à s'échanger du stablecoin dollar. C'est extrêmement utile,
Mais il ne faut pas se limiter à ce use case-là. Mais il ne faut pas non plus être surpris que pour ce cas d'usage particulier, il y ait autant de réglementation et qu'il y ait des géants. Et c'est normal, entre guillemets. C'est le monde Web 2 centralisé. Donc, à nous de faire en sorte que l'Ether et le Bitcoin deviennent des réserves de valeur et des monnaies, ce qui est très dur aujourd'hui. Bitcoin ne s'est pas imposé en tant que monnaie, ni Ether. Ether a un peu d'avance sur le sujet, je pense. Et Bitcoin a de l'avance sur l'aspect réserve de valeur. Mais voilà, faut pas être surpris. Enfin, moi, je ne le suis pas. Je trouve au contraire qu'ils ont été assez longs à réagir au niveau réglementaire et qu'on a laissé pendant quasiment, ça fait 5 ans que la DeFi existe, c'est un peu plus, 6 ans, sans réglementation. C'est déjà assez incroyable. Ouais, c'est clair. Il y a un monde entre le trop réglementaire et le pas réglementé. On a vu que le pas réglementé, ça crée aussi des problématiques, des scams, ça crée des problématiques sur, je sais pas, du blanchiment d'argent ou ce genre de choses. Et faut pas oublier que, en effet, l'innovation, elle est quand même arrivée pendant les 5 dernières années et que bah, aujourd'hui, des vrais protocoles de DeFi existent et ce de manière tout à fait honnête. Donc bon, ça a laissé sur le carreau plein de sociétés plus petites et innovantes. Je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment le cas, mais Ah, c'est sûr, c'est que c'est tellement dur d'avoir les PSAN et autres qu'effectivement, c'est dur aujourd'hui de se lancer dans une petite entreprise. Ça, c'est certain. La marche réglementaire, elle est très très haute. et en effet, bah du coup, on peut un peu parler de l'USD 0, mais Dikalis se rappelle, c'est vrai que de ce qu'il dit lui-même en interview, moi j'avais vu à l'ETHC, il le dit, bah Mika aujourd'hui, il n'est pas sûr à 100% que c'est conforme. Mais vas-y, en fait, le truc c'est que les législations s'adaptent moins vite que les créations, et donc du coup, il faut bien créer pour qu'au final, il y ait législation derrière, et qu'on puisse travailler ensemble avec les réglementations. Donc il y a quand même un truc de il faut faire et pas s'en contraindre absolument dès le début, quoi. Tu veux parler du SD0 du coup, Gaëtan? Oui, alors je sais pas si je serais le mieux parlé pour décrire le protocole. Peut-être que Virgile ou toi-même, Cyril, je sais pas, veut expliquer Mm. le principe. Ah, si vous voulez, je peux expliquer Avec plaisir. vite fait. Et là, bah, en gros, le principe d'Usual, il est assez simple. C'est de proposer un stablecoin à rendement. Ou en gros, le contexte, c'est que bah là, vous avez vu les rapports de Tether qui ont été publiés. C'est que il y a eu 5 milliards de dollars de bénéfices nets sur qui a été enregistré par Tether. Et en fait, ces revenus d'où ils viennent, eh bien, ils viennent des rendements sur les obligations sur les obligations qui sont obtenues par la trésorerie de Tether. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on dépose des monnaies fiat chez Tether, eh bien, ils vous permettent de recevoir des stablecoins USDT, mais c'est une grosse partie de ces fonds-là sont convertis en obligations, notamment. Et ça leur permet, c'est comme ça qu'ils enregistrent autant de bénéfices. Le souci, c'est que tous ces bénéfices-là, eh bien, c'est Tether qui les garde. En fait, il y a rien, enfin, en fait, c'est uniquement pour les employés de Tether et rien pour tous les autres utilisateurs. Et en ce sens, ben, Usual, c'est un émetteur de stablecoin qui veut résoudre ce problème. Ou en gros, je vais essayer de partager mon écran. Du coup, Vas-y. du coup comme ça, ce sera plus simple à expliquer. C'est que voilà, c'est que voilà, les détenteurs du SD0, eh bien, ils peuvent recevoir ils peuvent recevoir des tokens, mais aussi une partie des rendements obtenus via leur trésorerie. Et jusque-là, c'était un départ canon qu'ils ont fait, puisque en quelques semaines, ils ont quoi? Ils ont environ 150 millions d'actifs sous gestion au total. Je me souviens plus. Mais en tout cas, ouais, enfin, la redistribution des revenus, bah, c'est un sujet qui est devenu extrêmement sérieux dans les stablecoins et à un tel point qu'il y a il y a plein d'émetteurs de stablecoins différents qui sont en train de proposer leur livret A, entre guillemets. Et Usual, bah, c'est un protocole qui cherche justement à proposer une sorte de livret A aux utilisateurs aussi.
Donc, pour te répondre, c'est 144 millions de dollars actuellement en TVL sur Usual. Super, merci. Et si on devait résumer Usual de ma compréhension, donc j'ai pas encore fait une due diligence complète, mais fait une recherche complète pour parler français. Tu peux un petit peu laisser le graphique, je sais pas qui partager, c'est intéressant pour mon explication. Ah, c'était moi, désolé. Tu peux remettre Virgile. L'idée, c'est un Tether décentralisé. Alors, en une phrase, c'est Usual, c'est Tether décentralisé. Il y a deux innovations entre guillemets majeures. La première, c'est de créer un stablecoin sans rendement. De ma compréhension, l'USD 0 ne sera pas un stablecoin avec rendement, ce sera comme l'USDT et l'USDC. C'est Et un, l'USD. et un stablecoin avec rendement qui s'appelle l'USDO++, si je dis pas de bêtises, C'est ça, ouais. qui vous permettra du coup de stacker entre guillemets votre USDO et de bénéficier des rendements des bonds américains. Mais en plus de ça, donc c'est proposer le choix entre vous avez le rendement ou vous l'avez pas. Ils sont pas la seule à faire ça. Il y a d'autres entreprises qui font la même chose, notamment Mountain Protocol, qui est un leader américain sur le sujet. C'est de décentraliser la gouvernance du jeu en tant que tel. Donc là où chez Tether, ça bénéficie, on le voit très bien sur les graphiques, à peu de gens, au bord entre guillemets de l'entreprise Tether. Je ne sais pas combien ils sont, mais pas beaucoup. Chez Usual, ils veulent décentraliser la gouvernance. Et donc, ce sont les token holders de Usual qui seront, entre guillemets, qui généreront, qui partageront les bénéfices et qui prendront les décisions de gouvernance. Avec tous les caveats qu'entraîne la gouvernance décentralisée par token, on sait que c'est loin d'être parfait. Mais en tout cas, c'est leur modèle. C'est vraiment un Tether ou plutôt décentralisé Tether. Si on devait le résumer en une ligne, c'est un peu ça l'idée. Après, il y a peut-être des spécificités que je connais pas et qu'il faut que je... Non, mais je suis pas anti-gouvernance. Je n'ai pas étudié du tout leur gouvernance avec Usual. J'espère que c'est pas une gouvernance par token où le plus riche, celui qui a le plus d'Usual, il gagne entre guillemets à la plupart des votes. J'espère qu'il y a moins du quadratique et autres, mais j'en sais rien. Je ne suis pas allé voir en détail. C'est pour ça que je dis faire attention, décentraliser la gouvernance, c'est joli sur le papier, il faut voir comment c'est fait dans la vraie vie. C'est juste que ça m'amuse parce qu'on a débattu il n'y a pas si longtemps que ça de Polkadot et de sa gouvernance. Ouais, tout à fait. Mais Polkadot, c'est une blockchain, donc c'est encore pire, mais oui, tout à fait. Voilà. Malheureusement, tant que nos banques centrales, Fed, BCE continueront leur politique monétaire accommodante et qu'elles impriment des milliards en continu, rien ne changera. Il y a toujours plus d'argent en circulation, ce qui provoquera une hausse des assets rares ou limités. C'est pas faux. Donc, go to Bitcoin. Hein. Ça, c'est en vrai, tu peux trouver des stablecoins qui sont pas vraiment adossés au dollar. Enfin, après, tu me diras, il y a le euro, donc le URA de Engel, mais tu peux aussi trouver des stablecoins adossés à des cryptos. Tu vois, par exemple, tu avais F2X Protocol. Lui, ce qu'il propose de faire, c'est d'avoir un token, un stablecoin adossé à l'Ether, où en gros, tu as 10% de la volatilité de l'Ether dans ce token-là. Et c'est forcément c'est particulier, hein. C'est très spécifique et forcément bon, c'est une utilisation qui est très de niche, hein, mais c'est super intéressant à étudier. Ouais, on en parlera un jour, effectivement, j'aime beaucoup ce stablecoin. Au final, ils se sont un peu, je trouve, tiré une balle dans le pied en développant des stablecoins dollars après, alors qu'ils avaient démarré par ce stablecoin Ether beaucoup moins volatile chez FX, mais effectivement, c'est hyper intéressant. Après, il se trouve qu'il y a une vraie demande pour le dollar, point barre, quoi. C'est qu'on essaie de faire des stablecoins euros, pour l'instant, ça marche pas, il n'y a personne qui en veut. Il y a une demande pour les stablecoins dollars, parce que même si effectivement, avec notre vision occidentale, ça imprime, ça dévalue, ça imprime et ça dévalue 10 fois moins vite que le pesos argentin et d'autres monnaies à travers le monde. Donc les gens, ils veulent quand même avoir du dollar plutôt que leur monnaie. Et j'espère que dans le futur, ils voudront avoir d'autres réserves de valeur, notamment des cryptoactifs comme le Bitcoin et l'Ether, mais il y a aussi l'or, par exemple, ou plein d'autres actifs, même des actions. Voilà. Mais en tout cas, c'est une première étape qui est intéressante, qui permet d'avoir un wallet très facilement pour tous, d'avoir une monnaie qui dévalue, mais beaucoup moins vite que la monnaie locale. Donc il ne faut pas garder uniquement notre prisme un peu occidental et comprendre que ça sert quand même à beaucoup de gens à travers le monde, même si ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas les étaux de la blockchain du début. Effectivement. Hop là, Christine Lagarde dit le contraire, le stable euro, tout le monde en voudra. On verra. Hein. Pour l'instant, le marché ne veut pas de stablecoin de euro. Après, ça changera peut-être, mais pour l'instant, je crois que c'est moins d'1% de la TVL et des volumes. En fait, t'as tout bien résumé, Gaëtan. C'est que le truc, c'est que soit les gens veulent du dollar, soit ils en veulent pas du tout. Mais en fait, même si tu as des stablecoins qui sont adossés à aucune monnaie existante, des actifs qui sont adossés à aucune monnaie existante, ça existe déjà, ça s'appelle Bitcoin et Ether. Donc finalement, c'est ça. C'est soit c'est les plus grosses cryptos qui passent d'abord, soit c'est le dollar. Et il n'y a pas vraiment d'entre-deux vis-à-vis de tout ça.
Et c'est vrai que juste je regardais un petit peu, je me renseignais sur une phrase de PQ. Le Dash est redevenu inflationniste depuis quelques semaines, attention. Bah c'est vrai. Depuis quelques temps là, il est full inflationniste. Ouais, mais l'Ether, il a jamais eu vocation à être déflationniste, hein. Non, c'est un Tout effet comme collatéral. Bitcoin n'est pas déflationniste, Bitcoin c'est aussi inflationniste, hein. C'est juste que ça a une inflation décroissante, mais Bitcoin est inflationniste jusqu'en 2140, voilà. Et si on compare les deux, l'inflation de Bitcoin est bien plus grande. Mais encore une fois, on s'en fiche d'être inflationniste ou pas côté Ethereum. La seule chose, c'est d'avoir une inflation programmée, qui est comme sur Bitcoin, c'est-à-dire qui est programmée à l'avance. La seule différence, c'est que sur Bitcoin, elle s'arrête au bout d'un temps donné, ce qui pose des questions de sécurité, mais monétairement parlant, ça peut avoir de l'intérêt. Sur Ethereum, bah, ça ne s'arrête jamais. Ce qui pose des questions monétaires, mais qui pose pas de questions de sécurité. Donc c'est un choix différent. Tiens, c'est une bonne question. Est-ce qu'un jour on aura du dollar adossé au BTC? Est-ce qu'on va retourner à Bretton Woods? Bah, c'est ça qui a été annoncé par Trump et par, je vais y arriver, par Kennedy. Oui, bah, Dans la réserve stratégique de valeur, c'est l'idée d'adosser les dollars à. Alors, c'est pas comme Bretton Woods avec 10 dollars valent 0,1 de je sais pas d'or, mais c'est juste nos dollars, ils sont collatérisés par un truc qui existe vraiment, soit de l'or, soit du bitcoin. C'est un peu ça l'idée de la réserve nationale stratégique. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets à aborder, les copains? Il y a les ETF Ethereum, évidemment, on en a pas parlé. Bah Pour l'instant. ouais, évidemment, mais j'attends que le chat nous dise de quoi parler aussi, mais vas-y, hein, si tu veux, avec Non, grand mais plaisir. je te laisse lire le chat s'il y a d'autres questions, mais en l'absence de questions, je te propose d'en parler. T'as Bien le sûr. site de Dune. Ok, moi j'aime bien le site de Farside aussi qui est Ah, sympa, mais attends, comme tu veux. ça veut parler des JO. Ça veut parler des JO. Vous avez aimé les JO? Vous regardez les JO? C'est super les JO. Allez, fin C'est du... super les JO. C'est un peu hors sujet, mais C'est fin du c'est truc. super pour autant. Je Cela partage. dit, à quand un événement aussi gros que les JO qui accepte des paiements Bitcoin? Let's go. Si tu veux, partage le Dune, ouais, puis je montrerai Farside en Ouais, deuxième temps. si tu veux. Tu peux le décrire si tu veux. Vas-y. Ouais, alors du coup, les ETF avec de l'Ethereum ont été validés. Et de fait, aujourd'hui, certains créateurs d'ETF, donc en gros les banques, les instituts financiers, commencent à accumuler des ETH pour pouvoir les proposer à l'intérieur de leurs produits que sont les ETF, dans lesquels il y a beaucoup d'assets financiers, dont notamment l'Ethereum. Et on peut voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, qui est que cette accumulation, elle commence à être vraiment visible. Alors, on va pouvoir en discuter, en débattre, mais déjà, rien qu'aujourd'hui, selon Dune, donc du coup avec une update qui a eu lieu hier soir, on peut voir que 2,28% de la supply est déjà à l'intérieur des ETF. Donc c'est non négligeable, c'est vraiment quelque chose d'existant. Et on peut se rendre compte que les flows, bon là pour le coup, ils ont tendance à partir des ETF en ce moment. En fait, il y a plein d'éléments à analyser. De quoi tu veux parler en premier, Gaëtan? Ouais, il y a pas mal d'éléments analysés. En fait, il faut comprendre qu'il y avait déjà un sorte d'ETF, c'était plutôt un trust qui était géré par Grayscale avant que les ETF soient annoncés. Et donc, comme avec Bitcoin, au moment où les ETF se lancent, donc au moment où BlackRock, Bitwise et tous les concurrents arrivent, on a ce qu'on appelle un flow. Donc, tous les gens qui étaient actuellement chez Grayscale, qui payaient des frais assez importants, hein, c'était 2,5% de frais annuels de mémoire sur Grayscale, qui sortent de leur produit Grayscale Trust pour aller sur les ETF qui sont plutôt à 0,2% de frais, si je simplifie. Donc, on a beaucoup d'outflows. Sur Dune, on le voit très bien dans ton graphique. En violet, c'est les outflows de chez Grayscale. Voilà. Et les autres couleurs en haut, c'est les inflows des autres ETF. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'outflows de chez Grayscale pour de l'inflow qui va ailleurs. Donc, c'est une migration de Grayscale vers les autres. On calcule pour autant l'inflow total, donc ce qui rentre par rapport à ce qui sort. Et donc, le graphique de droite, c'est le graphique noir. On voit les jours où il y a eu plus d'ETF, d'Ether qui rentrent dans les ETF que d'ETF qui en sortent. Pour l'instant, à part le premier jour où on a été très positif, d'ailleurs, il n'est pas à jour parce qu'il y a eu un deuxième jour de positif, mais je montrerai Farside tout à l'heure qui est un peu plus à jour. On a eu 2 jours pour l'instant, on a eu plus d'inflow que d'outflow. Pour l'instant, il y a plus d'Ether qui sortent des ETF que qui en rentrent. C'était assez attendu pour une raison très simple, c'est que sur Grayscale, le trust de Grayscale, il y avait un fort dépeg. L'Ether, il se tradait à environ, à un moment, entre 30 et 40% moins en dessous de son peg, donc en dessous du prix de l'Ether. Donc il y a énormément de gens qui étaient bullish sur le fait qu'un ETF arrive, qui ont acheté, entre guillemets, cet Ether à 30 ou 40% de discount, en espérant que l'ETF arrive, et donc pour rattraper le peg, si vous voulez, faire un gain énorme au moment où ça arrive. Donc beaucoup d'achats ont eu lieu sur Grayscale. Donc maintenant que l'ETF est arrivé, qu'il a repris son PEG, puisqu'on peut sortir avec ses Ethers du produit, il y a beaucoup de gens qui sortent parce que simplement ils réalisent leur arbitrage. Ils ont acheté 30% moins cher.
et réalise l'arbitrage en sortant. Donc c'est normal. Et Dès sur que le site de profite. Farside, ouais, exactement. Sur le site de Farside que je montrerai tout à l'heure, on voit justement la vitesse à laquelle ça sort de Grayscale par rapport à Bitcoin. Et on voit c'est assez différent entre Ethereum et Bitcoin. Justement, si tu descends tout en bas, voilà. Si tu zoomes un peu sur cette courbe-là, je sais pas si tu peux zoomer. Voilà. Ça, c'est la vitesse à laquelle il y a une perte entre le Grayscale Ether, donc c'est le THE versus le Grayscale de Bitcoin, GBTC. Donc on voit qu'il y a un outflow beaucoup plus rapide sur Ether et sur Bitcoin, qui est à mon avis expliqué par cet arbitrage. Genre, je ne suis pas devin, mais j'imagine que ça en fait partie. Mhm. Et qui explique aussi un outflow assez important dans les premiers jours qu'on n'avait pas sur Bitcoin. Sur Bitcoin, on a eu quasiment de l'inflow tout le temps. Tout simplement parce que cet arbitrage est réalisé, à mon avis, plus rapidement sur Ethereum. Bon, je spécule, hein, peut-être que je me trompe. Mais c'est deux raisons et deux choses qui sont analysées en tout cas sur les ETF Ethereum. Si tu remontes juste un peu au-dessus, on a le cumulatif. Voilà, là on voit très bien en gris, donc c'est le cumulatif de chez Grayscale, et les autres couleurs en haut, c'est le cumulatif de chez BlackRock, Bitwise, Invesco, etc., etc. Et donc, globalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème? Je vous laisse répondre d'abord. Virgile. Ok, j'étais mute. Bah là, ce que je constate quand même, c'est que le TF d'Ethereum a quand même marché moins bien que celui du Bitcoin. Parce que la première semaine, la première semaine, on avait quoi en inflow? On avait quoi, 150 millions de dollars? Il y avait, alors que chez Bitcoin, on était plus proche du milliard. Donc, à voir ce que ça donne. Mais ouais, mais Bah ouais. ouais, c'est très, mais en tout cas très intéressant le dashboard, hein. C'est En fait, il y a un truc qui, moi, m'intéresse, c'est de voir que les banques aujourd'hui, enfin les instituts financiers, sont globalement assez intéressés par le sujet, puisqu'ils investissent quand même assez massivement, hein. Enfin, c'est pas non plus négligeable ces investissements, mais qu'ils sont quand même toujours en train de voir. Pourquoi? Bah, parce qu'on est en période électorale, notamment aux États-Unis, hein, on en a parlé, et donc du coup, bah, peut-être qu'attendre un meilleur moment, un moment plus propice à l'investissement, peut être intéressant. Il y a aussi peut-être le fait que Ethereum, ça parle moins aux gens, en fait, aussi que Bitcoin. Il y a de ça aussi, il y a de l'acculturation qui est nécessaire de la part des institutionnels. Même s'ils savent vaguement ce que c'est et qu'ils sont capables de voir des courbes, bah, peut-être que le sous-jacent, peut-être que le fondamental a aussi du sens et peut intéresser d'autant plus des banquiers qui veulent investir dessus et qui veulent mieux comprendre pourquoi il y a des fluctuations et Tout à pourquoi fait. on peut espérer qu'il y a une augmentation ou une diminution. Les, Euh, les- les estimations d'analystes Wall Street qui connaissent bien la crypto, c'était que les ETF Ethereum allaient faire 20% de ce que faisaient les ETF Bitcoin, donc à la fois en volume et en TVL total, hein, 20%. Pour l'instant, on a toujours été un peu au-dessus, on était entre 25 et 45% selon les jours, Mhm. donc c'était plutôt positif, mais ils ne s'attendaient pas à avoir effectivement des volumes ou des TVL égales à Bitcoin, parce que Bitcoin est bien plus connu, c'est une narrative qui est plus facile à expliquer pour le monde de la finance traditionnelle également, côté Bitcoin. Mais également, ce qui est intéressant, et PQ l'a marqué il y a quelques messages, c'est que c'est aussi des contextes différents, notamment des contextes temporels. Ça se lance en plein été, qui est un Mhm. moment traditionnellement avec des volumes faibles dans le monde de la finance traditionnelle. Donc, c'est pas le même contexte que janvier au début de l'année pour Bitcoin. Puis, il y a cet arbitrage dont j'ai parlé avec Grayscale qui n'était pas présent, ou très peu moins présent avec Bitcoin. Donc, il y a des situations initiales qui sont différentes, et donc on ne peut pas comparer jour après jour exactement les mêmes choses Bien entre sûr. les deux. Voilà. Parce qu'il y a des images intéressantes, par contre, il y a, par exemple, on a vu Bitwise afficher sur Wall Street une énorme pancarte avec son ETF. Voilà, donc c'est quand même sympa, enfin, marrant de voir le logo d'Ethereum apparaître sur la façade de Wall Street 10 ans après, dans entre guillemets le temple du capitalisme mondial. Moi, je prends un peu des pincettes en disant ça, mais voilà, c'était quand même des images qui sont un peu marrantes. On a eu ça le lendemain du moment où on a eu Bitcoin sur la sphère, vous savez, à Las Vegas, là, vous avez peut-être vu, il y a le logo du Bitcoin qui a été affiché sur la sphère de Las Vegas. Donc, on a eu deux images assez fortes, médiatiques, en tout cas pour Bitcoin et pour Ethereum, qui montrent l'adoption, en tout cas, de ces cryptos à travers le monde. Et tu posais la question de qu'est-ce qu'on en pense des ETF de manière générale. Je ne sais pas encore trop quoi en penser. Ce que j'y vois, moi, c'est deux avantages. D'abord, les institutions qui ont désormais accès à cet actif. Alors, avant, c'était compliqué. Il fallait créer un multisig avec ton board pour gérer ça en local ou ouvrir un compte Coinbase, mais du coup, tu l'ouvrais au nom de l'entreprise. Ben, c'était pas évident.
alors que gérer ça via un ETF, c'est plus facile pour elles, notamment pour les fonds de pension, etc. Et un point que j'avais oublié à l'époque, quand on a parlé de Bitcoin, qui est intéressant, c'est la fiscalité. En fait, en France, nous, ça ne nous impacte pas, mais les Américains, ils ont ce qu'on appelle un produit d'épargne qui s'appelle le 401K de mémoire, Ouais. qui est très très avantageux fiscalement parlant pour leur retraite. Et donc, ils peuvent désormais acheter du Bitcoin et de l'Ether dans ce cadre fiscal très avantageux via ces ETF-là. Donc, ils n'ont pas la fiscalité native du Bitcoin ou de l'Ether. Alors, je ne connais pas les détails de la fiscalité américaine, j'avoue, mais de ce que j'en ai lu, c'est beaucoup plus intéressant pour eux fiscalement de passer par l'ETF que de l'avoir en détention directe. Ce qui est un peu dommage pour la détention directe, mais fiscalement, c'est intéressant. Donc, même des personnes très crypto-natives, des personnes qui savent très bien gérer leurs fonds, mettre une partie de leur patrimoine, j'ai vu des gros influenceurs notamment, peut-être 10-20% sur ce 401K pour avoir, donc c'est pas tout, ils mettent pas tous les deux dans le même panier, mais pour avoir une fiscalité plus douce là-dessus. Donc, ça, c'est un point que j'ai découvert il y a peu de temps, parce que je connaissais pas très bien la fiscalité américaine, mais les ETF ont cet avantage pour eux. C'est notamment le système de pension de santé, le 401K, qui est proposé par beaucoup d'entreprises à ses employés, enfin des bonnes entreprises à des bons employés qualifiés. C'est ça, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'imposition du tout si le garde jusqu'à leur retraite, mais j'ai pas fouillé du tout, je connais pas C'est très pas bien. impossible. Alors, il y avait Ticalis qui disait s'il y avait des rendements du staking intégrés aux ETF, ça changerait beaucoup de choses. Alors, alors si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Ouais, bah oui. En fait, c'est intéressant de comprendre aussi comment ça fonctionne les ETF. Ils sont obligés de pouvoir proposer des produits financiers qu'ils possèdent. Et donc, le fait qu'ils doivent les posséder implique donc qu'ils doivent les avoir dans leur wallet crypto pour pouvoir en fait déterminer, oui, c'est bon, on a bien ça en réserve. Donc ils n'ont pas le droit de le mettre en staking. Et donc c'est en effet quelque chose d'un petit peu dommage parce que tout le monde sait que quand on a de Ethereum et qu'on le stake, on en obtient un rendement natif qui est lié au fait de juste faire travailler son argent dans un client blockchain qui permet la décentralisation. Et ça, ils ne le peuvent pas. Donc ça implique deux choses. Un, il y a des rendements qui sont juste ceux liés à l'augmentation de l'ETH, pardon. Et deuxième élément, ça veut dire qu'il y a plus de 2% là visiblement de la supply qui ne peut pas être inclus à l'intérieur de notre protocole de staking. Donc si on imagine un monde dans lequel il y a 50% des ETH qui sont possédés par les banques, ça veut dire qu'il y a 50% des ETH qui ne peuvent pas arriver en staking. Donc c'est un peu dommage, pour la décentralisation notamment. Donc c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais en même temps, ne pas le souhaiter, c'est dire on ne veut pas qu'il y ait du rendement natif et donc que ça intéresse moins de gens. C'est un peu dommage. Donc voilà, il y a un dosage à faire là-dessus et à essayer d'imaginer. Peut-être que bientôt on aura des nouveaux produits financiers qui vont impliquer la blockchain directement et qui vont se construire dans les banques et dans la TradFi autour de protocoles décentralisés et protocoles blockchain. Ce serait merveilleux un jour qu'on ait ça. J'ai pas la même vision que toi, moi, Cyril. Ouais. Déjà sur le fait qu'ils puissent pas le stacker, je pense que c'est juste parce que la SEC l'a interdit, à ma connaissance. Parce qu'en fait, ils possèdent les fonds, oui, mais tu sais, ils les possèdent via Coinbase, qui est leur intermédiaire. C'est Coinbase qui détient les C'est pas fonds en faux, tant ouais. que tel. Ouais. C'est pas eux qui ont un wallet crypto avec un ledger, c'est Ouais, t'as Coinbase raison. le prestataire. Donc c'est pas ça le souci. Je crois que c'est simplement la SEC. En fait, au début, ils avaient déposé des demandes d'ETF avec de l'Ether stacké. La SEC leur a retoqué en disant non, vous enlevez l'aspect stacking et dans ce cas-là, je vous autorise les Ethers. Simplement parce que l'Ether en tant que tel est une commodité, mais l'Ether stacké, aujourd'hui, pour la SEC, n'est pas une commodité. Ce qui, à mon sens, est vrai, entre guillemets. Parce que quand tu sais stacker, si tu passes par un tiers, tu gagnes de l'argent sans rien faire, entre guillemets. Donc je pense qu'ils ont raison, mais ça, c'est un autre débat. Donc effectivement, on a des ETF non stackés, et à mon sens, c'est très positif, parce que si on avait des ETF avec de l'Ether stacké, je vais y arriver, l'Ether, il serait stacké par qui ? Il serait stacké par Coinbase, en grande partie, puisqu'ils ont 9 des 10 ETF. Donc en termes de centralisation du staking, ce serait dramatique, parce qu'on aurait un poids encore plus important dans le proof of stake de Coinbase. Mais moi, j'espère au contraire que jamais les ETF ne seront stackés, mais malheureusement, je suis sûr qu'un jour ça arrivera. Et donc, dans ce cas-là, il faut espérer que ce ne soit pas que Coinbase qui stake et qu'ils arrivent à choisir différents intermédiaires de staking assez décentralisés, un peu de Rocket Pool, un peu de Lido, parce que Lido est en train de pas mal se décentraliser. Sinon, ça pose un vrai souci. Donc, tu disais, il vaudrait mieux qu'ils stake pour une meilleure décentralisation. Moi, j'ai un peu l'avis inverse, c'est que j'espère qu'ils ne stake pas pour éviter une centralisation trop forte de Coinbase et via Coinbase de BlackRock. Non, je suis d'accord. C'est vrai que je suis passé un petit peu vite dessus, et c'est vrai que en fait, le fait d'avoir Coinbase qui est intermédiaire limite vachement ce que je disais. Non, c'est dans un monde idéal où en fait, comme je disais, les banques ont les fonds propres et du coup peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs fonds
Et au final, si on a plein d'acteurs bancaires qui commencent à staker en perso, bah là, on arrive à une décentralisation qui est intéressante parce que on pourrait avoir du solo staking, on pourrait avoir des validateurs et on pourrait avoir d'un coup les institutions financières qui vont toutes travailler à faire en sorte que la blockchain se déroule bien parce qu'ils ont leurs fonds directement impliqués dedans. Et c'est aussi ça qui pourrait être intéressant un jour, quoi. Bah, après, tu vois, même si, enfin, même si ce serait possible de proposer des ETF avec des Ethers stakés, bah, techniquement, c'est pas possible. La première raison, bah, que vous venez de le dire, c'est que la législation est pas forcément favorable à ça. La seconde, c'est que Ether en l'état, c'est pas, Ether en l'état est vraiment pas prêt pour accueillir des institutions sur le staking d'Ether parce qu'en ce moment, le nombre d'Ethers Ah qu'on peut bah, entrer et sortir il y du a une réseau est entry queue. limité. Ouais. On peut faire que 32 Ethers par validateur pour le moment. Enfin, enfin, techniquement, ouais, on essaye d'accueillir une cascade avec une cuillère. Donc, c'est pas forcément facile. Mais à mon avis, ça empêchera pas Coinbase de monter des validateurs ici et là pour essayer de grappiller des rendements. Ouais, totalement. Il y a eu quand même un vrai sujet JO dans le chat, hein. On l'a un peu ignoré parce que on s'en fiche un peu, mais il y avait quand même plein de trucs autour de notamment les milliards dépensés, notamment pour les JO. Juste un petit truc quand même. J'ai vu quelqu'un qui disait 1,4 milliard pour un truc éphémère. Pas oublier que c'est pas que pour un truc éphémère, c'est des installations de long terme et c'est pour les souvenirs des gens qui sont perdurables à l'infini. On va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. S'il y a pas, moi j'ai d'autres mini news dont on peut parler, mais je sais pas si il y a d'autres Vas-y, vas-y. débats. En petite news qui est quand même intéressant, c'est Ledger qui a sorti un nouveau hardware wallet, c'est sympa. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Ouais, ouais, Euh, pour arrêter le blind signing. Ouais, enfin pour entre guillemets, ça permet d'avoir un écran e-ink où on voit un peu mieux ce qu'on fait. Et notamment, ce sera pour que plus tard, donc leur clear signing, c'est une manière d'interpréter la transaction que vous signez pour vous, un peu comme Rabi le fait pour ceux qui connaissent, pour vous montrer un petit peu ce qui se fait, et donc que vous signez en connaissance de cause. C'est très dur à faire aujourd'hui sur les petits ledgers là qui ont un écran de 1 mm. Donc voilà, c'est pas mal. C'était l'idée du Stax, mais le Stax il coûte très cher, et il est un peu plus grand. Donc voilà, je ne l'ai pas testé, hein, j'ai juste vu l'annonce, mais je trouvais ça intéressant que je ne savais pas du tout que Ledger allait sortir un nouveau produit. Je pense qu'ils ont assez gardé le secret. Et lui, contrairement au Stax, il n'y a pas un an d'attente, il est disponible de suite à la livraison. Voilà. Donc si jamais il y en a qui veulent tester, vous nous ferez un retour. Moi, je n'ai pas testé pour l'instant. Mais ça, c'est une petite nouvelle intéressante. Et puis ensuite, autre nouvelle qui m'a bien pas mal plu, Proton, qui a sorti un wallet Bitcoin, le Proton Wallet. Ouais, C'est intéressant hein, Tout à quand on fait. connaît l'emprise enfin pas l'emprise au contraire, mais les valeurs de Proton sur la privacy et la vie privée. C'est intéressant de voir cette entreprise développer des produits crypto. Qu'est-ce que vous en pensez? vas-y, Virgin. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est pas un truc que j'utilise, Proton, au jour le jour. Donc, Alors, bah, Proton, j'ai arrêté de l'utiliser depuis un petit moment, donc malheureusement, je suis encore moins bien placé que vous pour en parler. Mais bah, après, si vous voulez, le truc, c'est que il y a un vrai affrontement en fait. Il y a un vrai affrontement entre les entreprises qui proposent des wallets, comme par exemple Rabi, etc. Et, euh, et les fournisseurs les fournisseurs de services du Web 2 qui sont déjà en place. Tu vois. Par exemple, par exemple, Proton, c'est possible d'avoir une adresse mail dessus, mais c'est aussi possible d'avoir un wallet. Et en fait, ouais, ça peut enlever énormément de barrières pour accéder à la crypto et puis obtenir son propre portefeuille. Après, c'est dur de savoir c'est dur de savoir lequel de ces acteurs pourrait s'imposer. Moi, je trouve que c'est plus un clin d'œil qui est intéressant de voir Proton dans un wallet. Je suis pas sûr que ça atteigne le mainstream, mais le clin d'œil est intéressant. Et ça permet notamment d'intégrer la solution à leur client mail, hein, à Proton Mail. ouais. Donc, on pourrait s'envoyer des bitcoins par mail, de ce que j'ai compris. J'ai pas testé encore une fois. Ça vient de sortir. J'ai pas eu le temps d'aller essayer tout ça. Mais voilà, je trouvais le petit clin d'œil intéressant. C'est juste une petite news comme ça. Après, ouais, après Proton sont loin d'être les seuls à faire ça. Enfin, je pense, il y a Telegram surtout. Tu vois, enfin, Telegram, c'est, comment dire, Non, mais Telegram, ils ont leur propre solution avec leur blockchain. Je pense pas qu'ils aient développé un wallet Bitcoin ou Ethereum, non, à ce jour.
Je pense que l'objectif à long terme de Telegram, ce sera ça, ce sera de proposer des paiements directement depuis la messagerie. Et en fait, réaliser des paiements depuis la messagerie, ça c'est quasiment pas connu en Occident, mais en Orient et surtout en Asie, c'est énormément utilisé en fait. C'est limite, c'est limite si on pourrait faire sa vie quotidienne juste avec une ou deux applications grand max. Et justement, Telegram entre autres s'inspire de ça pour et il compte intégrer les paiements. Tout à C'est fait. fou à quel point Telegram, c'est une institution dans l'écosystème crypto. Je vois que dès qu'on est dans des conférences ou quoi et qu'on veut échanger avec des gens, c'est genre, tiens, prends mon Telegram. C'est fou. Je Ils ont comprends vraiment pas. réussi leur système. Alors qu'on a démontré que il n'y a pas de privacy, que c'est pas très bien encrypté. Enfin, je trouve ça incroyable, moi, la domination de Telegram dans un écosystème qui fait attention à ces valeurs-là. Mm. Et on a prouvé à maintes reprises que ça l'était pas, en fait, ni privé, ni très bien encrypté. Donc, j'ai du mal, moi, perso. C'est pour ça que j'utilise assez peu Telegram. J'aime pas trop, moi, personnellement, mais je sais que c'est extrêmement utilisé partout, quoi. J'aimerais bien qu'on dise plus Signal, mais ça prend pas. Ouais. Il y a eu pas mal de petits commentaires sur Ledger, c'est intéressant. Ouais, et notamment l'échec du Stax qui a été énoncé, le problème de latence de l'écran e-ink, qui est en fait quelque chose de très bien pour la batterie, mais quelque chose de très mauvais pour l'utilisateur. Donc je peux entendre. Allez, moi je vais vous citer deux petites actus que moi j'aime bien. En fait, je m'intéresse beaucoup à Solana depuis quelques temps, non pas parce que on a travaillé avec eux, mais parce que je trouve la tech cool. Et notamment le truc qui a été entendu récemment, en gros, globalement, BlackRock dit il n'y aura pas d'ETF avec Solana. Et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même vraiment une domination très très large autour de Ethereum et Bitcoin, et ce sont les deux seuls assets qui intéressent vraiment les institutionnels. On en a parlé largement là de l'ETF Ethereum, et même lui n'a pas non plus fait les folies dans le monde institutionnel. En fait, le reste, faut oublier pour l'instant. On verra ça dans quelques années, quoi. Deuxième truc, allez, deuxième petite actu. Il y a d'autres blockchains qui existent que Ethereum, Bitcoin, Solana. Il y en a plein en fait qui existent, et notre travail à nous, Gaëtan, moi, Virgile, c'est un petit peu d'observer tout ce qui se passe. Et pour ceux qui sont intéressés par l'écosystème blockchain, il y en a une que vous avez potentiellement déjà vue, c'est TON, T-O-N. Et notamment, il y a un phénomène dessus, c'est Hamster Combat. On en reparlera potentiellement dans une prochaine émission. À la base, on voulait parler de ça, donc on voulait parler des meme coins et des jeux meme. Mais bon, on a décidé d'abandonner, je sais pas pourquoi. Les gens ont trouvé ça pas une autre émission sans doute. Disons qu'il y a un veto qui vient peut-être de ma part, mais Mais du coup, voilà, il y a Hamster Du coup, Combat on parle qui quand même. existe. J'en parle pendant 2 minutes, hein, je m'en fous, c'est aussi Vas-y, mon vas-y. émission. Vas-y. Et, Je et croyais en que vrai, c'était l'émission du chat. c'est vrai que c'est l'émission du chat. Je suis le chat, on est le peuple. Et Hamster Combat, en fait, c'est vraiment un phénomène, quoi. Enfin, ça a un succès de fou, c'est du tap to earn, donc en fait, il faut juste cliquer sur des hamsters, quoi, et ça fait de l'argent. Et ça fait partie de toute la vague memecoin qu'on peut avoir et qui a un succès phénoménal aujourd'hui. C'est beaucoup moins sérieux que ce qu'on a pu observer juste avant. Mais en gros, ils annoncent déjà un giga airdrop pour les utilisateurs. Ils ont gagné énormément d'argent avec leur système. Le jeu est disponible sur Steam, donc c'est vraiment fat comme jeu. Et en fait, voilà, une petite annonce de Hamster Combat existe, déjà, on le sait, on en parle. Et voilà, l'actualité, c'est qu'a priori, il y aurait un giga airdrop un jour. Voilà. Enfin, un projet avec du fondamental. Je suis bien d'accord avec Benoît. C'est important le fondamental. Si j'avais pu me cacher pour cette annonce, je me serais caché. Take my card. Tu vois, regarde, les gens au moins sont intéressés. Regarde, Non, la Wondawa, elle est chaud. c'est parce qu'il t'aime bien, Cyril, c'est tout. Mais non, mais je pense que c'est nécessaire de comprendre l'écosystème et à quel point l'écosystème, parfois, il est dégène. Et que c'est parce qu'il est dégène que des gens s'y intéressent. Et parce qu'il est dégène que des gens s'y intéressent. Et donc, du coup, que d'autres personnes sont attirées aussi par ça. Un cas d'usage de jeu, c'est aussi important que le cas d'usage financier.
Tout à fait. Mais on aurait pu parler de Illuvium qui a lancé. Illuvium, c'est l'un des jeux les plus attendus par contre Tout à fait. dans la blockchain qui a lancé son mainnet. Enfin, le jeu est live, je sais pas quel terme utiliser, c'est pas son alpha, c'est pas son bêta, c'est sa version 1.0. La semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours. Donc si vous connaissez pas Illuvium, alors, il fut un temps, on avait partagé la vidéo. Ça, c'est un triple A, donc c'est un jeu qui a mis quasiment 4 ans à être créé, qui lie la blockchain avec un jeu vraiment intéressant. Enfin, bien conscient en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un jeu qui a mis du temps à être créé. Donc, si vous voulez regarder, ça c'est live depuis 15 jours à peu près. Voilà. Donc, pour l'adoption de. Enfin, on dit souvent que les jeux aident à l'adoption des nouvelles technologies, ce qui est historiquement assez vrai, je pense. Et donc, leur but, c'est de créer un jeu assez mainstream pour que les gens découvrent aussi la blockchain et tout ce qu'il y a derrière. Donc, ça me plaît plus que Hamster Corp, mais peu importe, le débat n'est pas là. Mais si ça vous intéresse, il y a des gamers parmi vous, vous pouvez aller faire un petit tour sur ce jeu-là. Tout à fait. Il est 13h29 et donc c'est le moment de rendre l'antenne pour nous. Nous, on a été ravis en tout cas de pouvoir animer ces chroniques pendant toute cette année. On va recommencer évidemment dès l'année prochaine, enfin dès la saison prochaine à partir de septembre normalement. Donc voilà, on voulait un petit peu parler des sujets d'actualité, en profiter pour parler d'autres petits sujets à côté. Et kiffer un petit peu parce que c'est aussi ça pour nous ce moment. C'est un moment où on peut parler de plein de choses et raconter notre vie aussi. On apprécie ça. On se retrouve donc à la rentrée, accompagné toujours de Virgile, de Gaëtan, de Jérémy qui là est actuellement en vacances, il a le droit aussi de se reposer. Et voilà, prenez soin de vous tout le monde. Merci à tous. Si jamais il y en a qui ne sont pas inscrits chez nous déjà ou qui n'ont pas fait de formation chez nous, bah venez, hein, c'est cool, on apprend des choses en s'amusant. La rentrée prochaine est en fin septembre, si je dis pas de bêtises. Ça s'appellera la promo Hamilton. Et donc, bonnes vacances à tous. À tous. Bonnes vacances tout le monde. Bonnes vacances tout le monde. Life is just